Merci François. Donc, si je résume, pour éviter qu'un centriste libéral soit amené à tirer sur la foule, il va falloir renégocier d'une façon ou d'une autre les traités européens. Voilà, pour résumer. Il fut un temps où... Ouais. Il fut un temps où on avait un contre-pouvoir, au moins dans les démocraties, qui était la presse et les médias. On l'a eu pendant très longtemps, et puis à cause de gens comme moi, c'est-à-dire à cause d'informaticiens, on s'est mis à regarder nos écrans. Et puis ça a commencé par la télé, puis ensuite ça a été les ordinateurs, puis maintenant c'est les téléphones, qui sont quasiment des extensions de nous-mêmes. Et de ce fait, la presse est devenue notoirement insolvable, et du coup, elle est passée entre les mains d'un certain nombre de gens qu'on appelle de plus en plus des oligarques, c'est-à-dire des gens qui ont partie liée avec l'État d'une façon ou d'une autre. Alors des fois, c'est l'un qui commande l'autre, et d'autres fois, c'est l'autre qui commande l'un. Mais toujours est-il qu'on a de moins en moins, pas zéro, mais de moins en moins de presse indépendante. En parallèle, la situation s'est aggravée depuis 2005, parce qu'avec l'arrivée de Facebook, on s'est mis à parler de réseaux sociaux, on pourrait peut-être plutôt parler de réseaux asociaux, ce qui fait que concrètement, on ne vit plus ensemble. Moi, mes opinions sont renforcées par tout ce que me propose YouTube. Il me propose évidemment que des trucs avec lesquels je suis d'accord. Il ne me propose évidemment pas les gens avec qui je ne suis pas d'accord. Et c'est valable pour les gens avec qui je ne suis pas d'accord, qui eux aussi restent entre eux. Et c'est valable dans tous les domaines, c'est valable pour les religions, c'est valable pour l'écologie, c'est valable pour l'informatique. Chacun reste dans sa tribu et on ne se parle absolument plus. Donc, moi je suis assez frappé par exemple qu'en Europe, on ait accepté que la Grèce perde 10 ans d'espérance de vie. Et à la limite, on en est presque à penser que c'est bien fait pour eux, quoi, parce qu'ils ont déconné. J'ai oublié de poser la question. C'est vrai que dans le cas particulier de la Grèce, moi j'ai lu les mémoires de Talleyrand. En 1830, on parlait déjà de refinancer la Grèce. Ça fait longtemps que ça dure. Et de la même façon, je pense que les Allemands, quand ils voient arriver les Français qui leur proposent de faire un plan de relance, ça les fait marrer parce que ça fait 50 ans qu'ils entendent ça. Donc, on n'a pas dit que c'était facile, le challenge qu'on avait devant nous. Ça fait un moment qu'on a un problème. Et il nous manque quelqu'un, c'est ce que vous a dit François, il nous manque quelqu'un qui ait la légitimité et qui soit crédible dans le fait de présenter un véritable plan de relance. Lorsqu'en 1958, le général est arrivé au pouvoir, le plan REF a commencé par augmenter les impôts et aggraver le déficit. C'est un fait, c'est comme ça. C'est pas l'image qu'on en a, mais c'est ce qui s'est passé. Alors, moi, la question que j'ai, c'est... Moi, je suis frappé par cette perte générale de fraternité dans tous les domaines, et je suis frappé aussi par le fait que nous n'avons plus véritablement de médias indépendants. Il n'y a plus de débats non pilotés. On commence à ressembler à la Russie, c'est-à-dire qu'on a une opposition contrôlée dans le pays. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir de nouveau une presse indépendante qui regroupe à nouveau des gens d'opinions différentes et qui nous libère de la dictature, de la fake news libératrice qui vaut dans tous les milieux et pour tout le monde. Merci. Alors moi, je suis Alexis Poulain, je suis fondateur d'un média indépendant qui s'appelle Le Monde Moderne. On vit des temps modernes. La modernité, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est un terme qui met personne d'accord, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et on est dans des temps, on a de la chance, on vit une période révolutionnaire. Alors, on parlait de la fin tout à l'heure, et la fin va être le début. Il y a les collapsologues, il y a tout un tas de trucs, et je trouve qu'on peut être optimiste, notamment dans le foisonnement d'idées, le fait qu'on ait cette initiative ce matin et d'autres. On est en train de faire des clubs qui vont se fédérer pour justement organiser ce changement, parce qu'on est très conscient qu'on ne peut pas continuer avec ce bar dont on a laissé les clés aux alcooliques, quoi. Et il va falloir reprendre les clés du bar et puis faire des cocktails buvables. Et la presse aujourd'hui, effectivement, on a deux problèmes. On a un problème qui est celui du business model, qui fait qu'on ne peut pas vivre de son travail. Quand on est journaliste, c'est très compliqué, c'est un métier extrêmement précaire. Et quand vous avez un média, la révolution numérique a fait que le business model, comme ça a été le cas pour la musique, a été éclaté et que c'est très difficile de retomber sur ses pattes. Et comme vous n'avez plus le monopole de la diffusion, de la production,
de contenu, vous avez beaucoup de mal à récupérer l'audience et l'argent qui va avec ce business de la production et de la diffusion. Donc il y a en fait beaucoup plus de médias indépendants qu'il y a eu par le passé, sauf qu'ils n'ont pas d'audience. Donc il y a beaucoup de petits médias qui n'ont pas d'audience, comme le mien, comme beaucoup d'autres, une très petite audience. Mais ils existent et ils sont très vivaces dans le débat d'idées, ils sont parfois militants, parfois engagés, c'est une économie de la survie, plus qu'une économie du profit. Mais on n'est pas journaliste pour faire de l'argent, enfin certains oui, moi non. Enfin, il y a une nécessité dans ce métier en fait, c'est qu'à un moment, c'est ce que disait Albert Londres, on est là pour porter la plume dans la plaie. Ce que disait Jaurès, le journalisme c'est du travail social. On est là pour montrer ce qui ne va pas et certainement pas pour cirer les pompes du pouvoir. Or, les médias dominants, notamment télévisuels, on va dire, sont effectivement propriété d'oligarques. Et ce terme est juste, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont extrêmement riches et qui vivent de la commande publique. Quand vous avez des propriétaires de médias, et ça c'est une exception française, aucun des propriétaires de médias n'a pour métier la presse ou les médias. Ce sont des vendeurs de fibres, des vendeurs de béton, des vendeurs d'armes. Vous n'avez pas ce cas-là ailleurs dans le monde, sauf en France, où vraiment ça ne pose aucun problème de dire écoutez, c'est pas votre business, mais c'est pas grave, vous avez le droit d'acheter à peu près ce que vous voulez, puisque ça coûte pas cher. Et c'est un produit d'investissement. Le média, c'est comme le yacht, c'est-à-dire quand vous êtes milliardaire, si vous n'en avez pas un, vous passez pour un con. Donc il faut un média. Ça permet d'influencer, ça permet de se protéger. C'est clairement ce que disait Xavier Niel d'ailleurs quand il rachète Le Monde. Et au moins, ils ne vont pas me faire chier. Voilà, j'ai acheté Le Monde, donc je serai tranquille. Et effectivement, il y a quelques articles, mais on ne va pas creuser dans le passé obscur de Xavier Niel avec Mimi Marchand et son passé de proxénète. Et tout ça fait un système, un système extrêmement vicié parce que pour s'informer, en fait, ça demande beaucoup d'efforts. Et nos concitoyens, nous-mêmes, sauf si c'est votre métier, vous ne passez pas la journée à vous informer. Vous avez très peu de temps pour vous informer. La majeure partie des citoyens français s'informent encore avec le 20h. Le 20h, que ce soit sur TF1, France 2, ou enfin, c'est surtout ces deux gros-là, il n'a pas bougé en fait depuis sa création. Alors ils ont changé un peu les formats, il y a des nouveaux trucs, un peu de réalité virtuelle, etc. Mais si vous regardez la hiérarchie de l'information, comment le 20h est fait, c'est toujours les mêmes thèmes et c'est travail, famille, patrie. C'est le travail, donc l'emploi, comment ça se passe, etc. La famille, la rentrée, les enfants, les familles monoparentales. Hein. Et la patrie, vous avez souvent des publi-reportages sur Barkhane, ce que fait l'armée française sur les territoires d'opération extérieure, comment les ministres, et les uns et les autres, sont à la manœuvre et extrêmement impliqués dans les affaires de l'État. Et puis vous avez des sujets qui sont choisis, et qui sont toujours les mêmes, qui sont donnés, d'ailleurs, vous avez les matinales du matin sur les radios publiques, on parlera après des médias publics qui sont devenus des médias d'État, et ça pose un vrai problème. Les thèmes de la matinale, après, font la journée, et on ne parle que de ça. Et on ne va pas parler des vrais sujets. Et souvent, on va parler beaucoup de faits divers, on parle beaucoup de voile islamique, on parle beaucoup d'identité, on parle beaucoup de faux sujets, de petits chiffons rouges qui ne passionnent pas l'opinion, mais qui deviennent un débat passionné, parce que finalement, c'est pratique, ça permet d'avoir un avis sur tout. Et ça remonte à loin, en fait, la belle époque de la presse, au XIXe siècle, c'est la Gazette qui fait la loi, et c'est le fait divers en fait qui lance le petit journal et tous ces journaux-là, parce qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'être sachant pour lire le fait divers, tout le monde a un avis, et c'est d'abord l'émotion qui parle. Donc on est toujours sur cette base-là. Mais quand vous parlez de vrais sujets, effectivement, on va parler économie, on va parler crise systémique, on va parler de ce qui ne va pas vraiment, là, vous n'avez plus personne. Enfin, vous avez une petite case un peu où vous avez des économistes orthodoxes qui vont vous dire « mais c'est très bien, on a bien raison de faire de la dette, sans ça, on ne pourrait pas faire autrement ». Donc les gens ne réfléchissent pas, les gens ne s'informent pas, et les gens ne votent pas. Parce que finalement, il y a un taux d'abstention dans ce pays qui est quand même assez stratosphérique. Et quand vous faites les campagnes sur les marchés pour faire signer les gens contre la privatisation d'ADP, vous vous rendez compte qu'il y a plein de gens qui ne sont même pas inscrits sur la liste électorale.
C'est-à-dire que les citoyens ont abandonné leur droit fondamental qu'est le droit de vote. Ils s'en foutent. Et j'avais croisé un des conseillers de François Hollande dans une autre vie qui disait que, bon, de toute façon, un pays avec un taux d'abstention à 40%, c'est un pays qui va bien. Si les gens ne votent pas, c'est qu'ils sont contents. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Mais pour ces gens-là, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, moins ils votent, mieux ça va. Parce que si jamais les citoyens se réemparaient de cet outil qu'est la République, alors ce serait tout autre. Parce qu'aujourd'hui, on fait sans la liberté, on fait sans l'égalité, on fait sans la fraternité, donc on fait sans la République. Et on a un régime autoritaire. Et on l'accepte. Vous avez Manu qui a perdu un œil samedi dernier, place d'Italie. On en a quand même un peu parlé, parce que c'était quand même là choquant. Vous avez un manifestant pacifiste qui parle avec ses amis et qui se fait éborgner, alors qu'il ne commet aucun acte répréhensible. Et quand bien même des gens commettraient des actes répréhensibles, ils n'ont pas à être mutilés. Or, les droits de l'homme et du citoyen sont la base de la République. Et ils sont systématiquement oubliés et on ne le rappelle pas. Et vous avez après un président qui fait comme si tout ça n'existait pas. Et qui parade et à qui aucun journaliste ne pose la question puisqu'il ne fait aucune conférence de presse. Vous avez un pouvoir qui ne rend aucun compte, ni aux médias. Et quand il le fait, les médias, de toute façon, sont très peu prêts en fait, à poser les questions qui fâchent. Et qui continuent en fait une propagande. Il faut lire un livre, si vous n'avez qu'un livre à lire cette année, c'est Propaganda de Bernays, qui explique en fait le monde dans lequel on vit depuis les années 20. C'est un monde de propagande où une très petite quantité de personnes font croire, manipulent l'opinion de beaucoup de gens avec très peu d'argent. Et aujourd'hui, avec les plateformes, notamment avec Facebook et les autres, ça coûte encore moins cher que dans les années 20 de retourner une population, de faire croire que c'est comme ça que ça doit aller. Ce qu'on appelle la petite musique, c'est comme ça qu'on a créé Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, en 2016, il n'existe pas. Et puis, d'un seul coup, il fait toutes les couvertures de tous les magazines de France et de Navarre. Et puis, ça devient lui. Voilà. Alors, on ne sait pas pourquoi, on ne connaît rien de lui, quasiment. Et puis, on invente la légende. Ce jeune philosophe, etc., Midat Ali, machin, théâtreux, etc. Puis on voit bien que non, le mec est nul, quoi. Mais c'est pas grave, on fait comme s'il était bon. Et là, aujourd'hui, vous avez tout le système politico-médiatique qui est en train de le tenir à bout de bras. C'est-à-dire que là où François Hollande était lâché, on disait ce président est nul, les gens l'aiment pas. Là, vous avez tout le monde avec la goutte de sueur qui fait faut le tenir parce que si lui il lâche, c'est foutu. Et vous avez les faux sondages, les sondages qui sont... Enfin, Macron, il est toujours à 30%, on ne comprend pas. Il baisse tout le temps, mais il est toujours entre 27 et 30. Bon, pourquoi pas. Et puis on continue à dire « Ah, mais quel président formidable !» Vous avez tous les sireurs de pompe, pour être poli, qui, à longueur de plateau, vantent les louanges de ce président formidable. Bon, je crois qu'une majorité de Français n'est pas dupe. Mais il y a une majorité de Français qui regardent la télé, qui lit pas les journaux, qui s'informe pas autrement, qui va dire ouais après tout, il est pas mal, hein. Puis franchement, si c'est Le Pen, je préfère revoter pour lui. Et on oublie Manu, et on oublie les 25 éborgnés, et on oublie les milliers de blessés, et on oublie cette politique en fait de la casse sociale et du moins-disant pour faire rentrer en fait tout un pays dans la précarité. Alors la presse, si ça allait bien, bon, elle gagnerait de l'argent, on pourrait vivre du métier de journaliste. Et puis les gens n'auraient pas peur de parler. Moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai une certaine liberté de parole parce que je ne rendais compte à personne, je suis journaliste indépendant. Et j'ai beaucoup de messages de gens qui me disent merci, déjà c'est pas normal, et beaucoup de messages de gens qui me disent faites attention, ou bientôt on ne vous verra plus à la télé. Attention, ce que vous dites. On est en démocratie, enfin on dit ce qu'on veut. On a justement des lois, la loi de 1881, enfin on peut dire ce qu'on veut, dans la limite effectivement de ce qui va être l'appel à la haine, etc., ce que je ne fais jamais. Il y en a qui le font, qui sont à la télé, ça ne pose aucun problème, c'est pas grave. On paye une petite amende et puis on recommence. On met une pièce dans la machine et on vend beaucoup de livres d'ailleurs avec ça. Quand vous êtes quelqu'un qui critique simplement, parce que, enfin, c'est une question de justice. Sans justice, pas de paix sociale. Et ce qu'on voit aujourd'hui, on est déjà dans le chaos. Parce que, enfin, 54 week-ends où des gens ont fait des manifestations parce qu'ils n'ont pas lâché, qu'ils ont eu un courage incroyable, qui sont restés dignes. Quand on voit Jérôme Rodriguez qui a perdu son œil, qui continue et qui est resté digne et qui n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre par rapport à ce pouvoir mutilateur, c'est incroyable. Et derrière, vous avez une masse, en fait, qui finalement regarde ça comme un spectacle, en disant « Ouais, bon, ils ont peut-être raison, mais
Bon, il faut payer la piscine, et puis il y a les vacances, puis qu'est-ce qu'on fait pour Noël, et puis voilà. Bientôt, on en aura bien à foutre de tout ça, en fait. Et on est tous d'accord, le constat est fait. Tout ça va très mal, on va vers la fin est un début, qu'est-ce qu'on fait après? Que faire? Et peu de médias réfléchissent à ça. On est dans l'actualité chaude, hein. On va parler toujours du truc qui tombe à la dernière minute. Quand vous êtes sur les plateaux, c'est qu'est-ce qui s'est passé de priorité au direct. C'est le mot-clé, c'est priorité au direct. Donc vous allez parler d'un truc intéressant, et puis arrive un truc, il y a un discours de Macron. Alors on coupe tout, et puis on écoute Macron, ou alors c'est un Canadair qui s'écrase, et là on va parler Canadair pendant une journée. Ou Notre-Dame. Notre-Dame, tout le monde est devenu expert en charpente en 24 heures. Il fallait parler charpente. Okay. Bon, alors, les compagnons bâtisseurs, tout ça. Enfin, moi, j'ai pas fait, mais certains, ouais, ils ont bossé. Hein. La tautologie, voilà, des gens qui vont parler de tout et n'importe quoi. Moi, je suis expert en rien, mais je parle de tout. Je le fais, j'admets. Mais j'essaye de parler quand même, de prendre une certaine hauteur sur pourquoi on ne veut pas parler des sujets qui fâchent. Pourquoi, finalement, on regarde par le petit bout de la lorgnette? Pourquoi on ne parle que de la dette et on ne parle pas des recettes? Pourquoi, voilà, le CICE, pourquoi, finalement, il faut un reportage d'Élise Lucet? Pourquoi il n'y a que elle qui fait ça sur une chaîne de télé publique qui est en train de devenir une télé d'État? Vous avez la patronne de Radio France, qui est une amie de Macron de promotion de l'ENA, qui dit qu'il ne faudrait surtout pas passer une pub pour faire signer la pétition contre la privatisation d'ADP, ça pourrait choquer les auditeurs. Voilà. Voilà où on en est. Puis une reprise en main. Alors, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de collusion, mais vous avez en fait un casting qui est fait par les propriétaires de médias, y compris l'État, pour s'assurer que les directeurs de rédaction, les uns et les autres, soient tous du même monde et soient tous d'accord. Et donc, ça a été le traitement des Gilets jaunes. Ces barbares, antisémites, factieux, séditieux, des beaufs, etc. Parce que vous avez des gens qui ne comprenaient pas, qui ne connaissaient pas ces gens-là. Parce qu'ils ne viennent pas de ce monde-là. Ou alors, s'ils viennent de ce monde-là, ils l'ont oublié. Ils veulent absolument faire oublier qu'ils viennent de là. Et c'est l'éthos bourgeois qui fait qu'on va critiquer ça et dire qu'on ne comprend pas finalement la profondeur de ce mouvement. Parce que derrière les gilets jaunes, vous avez des millions de Français qui n'ont pas mis de gilet mais qui n'en pensent pas moins. Et qui ne vont pas manifester parce qu'ils savent que c'est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, le message du pouvoir, c'est de dire si vous allez manifester, attention, vous pouvez perdre un œil. C'est votre droit, mais c'est à vos risques et périls. Or, la police républicaine est là pour vous protéger, elle n'est pas là pour vous mutiler. Mais tout ça, on l'accepte. C'est-à-dire qu'on a un pays apathique qui accepte la glissade vers un régime autoritaire, vers tout à fait autre chose, vers la pauvreté organisée, parce que la pauvreté est un choix politique. Et aujourd'hui, ce que fait Emmanuel Macron, eh bien, il reprend les recettes de Thatcher et de Gerhard Schröder avec les lois Hartz, en disant, bah, écoutez, ça coûte trop cher d'entretenir une classe moyenne, qui redevienne pauvre comme le 19e, c'est beaucoup plus pratique. Et puis on a quelques riches qui donneront un peu des miettes. Et puis s'ils ne sont pas contents, on leur tapera sur la gueule. Et ça marche. Ce qui est dingue, c'est que ça marche. Parce qu'on attend 2022 gentiment, en disant peut-être qu'en 2022, on mettra une autre initiative. Moi, je crois que va falloir accélérer, en fait. Va falloir faire quelque chose avant 2022. Va falloir simplement arrêter un moment d'accepter les règles d'un jeu qui est totalement faussé, biaisé, truqué, où c'est toujours les mêmes qui perdent. Il n'est pas question de violence ici, il est question de réappropriation de notre bien commun qui est la République française. C'est pas compliqué. La première chose, c'est déjà de faire comprendre aux citoyens leur vraie force. La reconnaissance politique du peuple, ce qui s'est passé. Alors on me dit le peuple, oui c'est un concept, il y a plein de peuples, mais néanmoins, plein de gens qui n'étaient pas politisés ou qui étaient dans le côté bisounours de la politique, à voter oui au traité européen, à voter qui Sarkozy, qui François Hollande, etc., en pensant que c'était une bonne chose, se rendent compte que c'est une arnaque systématiquement. Et qu'il va falloir peut-être à un moment arrêter de jouer à ce jeu-là ou trouver les moyens, effectivement, d'avoir une représentation nationale qui représente les populations et pas les lobbies. Et ça, c'est le rôle des médias, effectivement, de dénoncer. Mais tant que les citoyens, finalement, sont endormis, sont mal informés, parce que ce n'est pas une question de désinformation, c'est de la malinformation, ce système-là, en fait, est pérenne. Va marcher, en fait, de manière très close. Qui regarde les chaînes d'infos en continu? C'est les gens dans les cabinets ministériels, c'est les journalistes qui se regardent les uns les autres,
puis un peu des gens qui regardent comme ça, qui vont dire oh là là, et puis après on s'indigne sur Twitter de la sortie pourrie de la veille, quoi. Mais ça change pas, enfin c'est un truc qui ne change pas les choses. Et j'ai pas... alors une question de solution ce matin, je pense qu'une des solutions importantes, c'est le contact humain, c'est juste faire des événements comme celui-là, rencontrer des gens et faire comprendre aussi que c'est important de se rendre compte de son pouvoir en tant que citoyen. On n'est pas atomisé en fait, hein. On reste une nation, on a une culture commune, on a des idées. Et puis, quand vous regardez, quand vous parlez aux uns et aux autres, peu importe les différences politiques parce qu'elles sont marginales, en réalité, les gens veulent la même chose, hein. Ils veulent la paix, ils veulent être tranquilles, ils veulent un avenir pour leurs enfants, et puis un boulot, et puis de quoi payer le loyer, ou acheter une maison quand ils peuvent. Visiblement, on est incapable de fournir ça à la majorité de la population, parce que vous avez des assoiffés d'argent et de pouvoir qui veulent nous endormir sur ce principe-là. Donc voilà, l'idée c'est de réveiller un maximum, c'est l'extension du domaine de la lutte, c'est d'aller effectivement sur tous les canaux possibles et de parler aux gens de ces choses-là, en disant essayez un peu de faire le pas de côté qui fait que vous allez sortir de la roue de hamster et vous allez regarder la cage, parce que bon, après sortir de la cage c'est encore une autre affaire, mais au moins sortir de la roue de hamster déjà sera une bonne chose. Mais ça va prendre beaucoup de temps et ce qui me fait peur c'est que quand on nous vend aujourd'hui, ce système politico-médiatique nous vend Macron-Le Pen comme étant 2022, comme étant le truc emballé dans un cadeau et allez-y, allez manger ça, c'est comme ça que ça va se passer. Je suis à peu près persuadé que c'est pas comme ça que ça va se passer. Voilà, parce qu'on est là ce matin et parce qu'on est nombreux à être persuadés que c'est pas comme ça que ça va se passer.